Alors que le 7 septembre, nous étions 2,5 millions dans les rues à clamer notre refus de la contre-réforme gouvernementale, alors que l'opinion a largement basculé dans la même hostilité, le gouvernement a choisi aujourd'hui de passer en force, malgré la rue, malgré la bataille menée par les députés, bataille que je salue aujourd'hui. Il confirme ainsi son mépris des exigences sociales, son mépris de la démocratie. Cette réforme dont on sait qu'elle est brutale et injuste, c'est une des plus brutales d'Europe. Elle va multiplier le nombre de retraités pauvres. Alors on a eu droit toute l'année au catastrophisme démographique, on a eu droit toute l'année au travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. On a eu droit au catastrophisme économique avec la valse des milliards destinée à assommer le petit peuple. Mais nous avons démontré, tous ici, dans nos meetings, dans nos réunions, et avec les autres forces syndicales dans la rue, que ni la situation démographique, ni la situation financière ne nécessitaient de mesures de portée aussi dramatique. Nous avons démontré qu'il s'agissait bien pour le gouvernement et ses amis du MEDEF et de la finance de nous faire payer la crise. Cette réforme a bien pour but d'afficher des bonnes notes auprès des agences de notation. Le gouvernement prétend être responsable alors qu'il verse dans l'irresponsabilité en adoptant une politique économique et sociale désastreuse qui va aggraver la crise et le déficit public. Un déficit lié au chômage, à la stagnation des salaires et aux cadeaux qu'il a fait à ses amis. Ils peuvent toujours pérorer sur les petites retraites et le sauvetage des retraites par répartition. Les mécanismes des réformes de Balladur et de Fillon ont déjà inexorablement aggravé les inégalités au nom de l'équité. Ils ont fabriqué les petites retraites. Et ce n'est que le début. On entre dans une période où les effets de ces réformes vont exploser au grand jour. Cela aura de lourdes conséquences pour le vivre ensemble. Au nom de l'équité, exploser les inégalités hommes-femmes, les inégalités entre salariés stables et précaires, les inégalités entre générations, car les jeunes générations, cela vient d'être dit, vont subir à taux plein ces réformes, notamment si la question de la validation des années d'études, de formation, de précarité n'est pas abordée, et elle ne l'est toujours pas. Le gouvernement a bien évidemment ignoré cette demande que nous faisons. Pour les générations les plus anciennes du régime général, les inégalités hommes-femmes sont très fortes, car les pensions d'aujourd'hui reproduisent les inégalités du marché du travail en termes d'emploi et de salaire. Et les réformes accroissent ces inégalités en pénalisant les carrières courtes, accidentées et à temps partiel, et ce sont majoritairement celles des femmes. Alors, on nous dit qu'il faut travailler plus longtemps, mais on empêche les jeunes de commencer à travailler. Mais on met à la porte les salariés jugés déjà trop âgés et trop usés par le patronat, celui-là même qui pousse à un décalage encore plus grand de l'âge de départ. Alors que beaucoup pourraient continuer à s'épanouir dans le travail, l'intensification, la mise en concurrence des salariés, la mise au placard de certains, la dureté des tâches ne permettent pas de tenir plus longtemps. Exiger le maintien du droit au départ à 60 ans, c'est évidemment revendiquer une rupture bienfaisante après une longue vie de travail. Mais on peut aussi maintenir ce droit parce que c'est un point d'appui pour transformer le travail. Une bonne retraite, elle se prépare par un bon travail, par un bon salaire, qui contiennent en eux-mêmes les prémices d'une bonne retraite pleine d'intérêt. Il est particulièrement injuste donc que ceux qui souffrent le plus du travail se voient gâcher la perspective d'une compensation à un âge où il est encore possible de jouir de la vie. Et c'est une véritable provocation que la reconnaissance de la pénibilité pour un départ anticipé soit réservée aux seuls invalides sélectionnés sur dossier individuel, à des salariés qui doivent avoir été cassés par le travail pour pouvoir partir. Le gouvernement est passé de 10 000 à 30 000, mais cela reste bien en dessous des réalités. Je ne développe pas car Gérard Filoche passe après moi et c'est le spécialiste de la question. Dans la fonction publique, le seul maigre dispositif encore existant, la cessation progressive d'activité, déjà réduite par la loi Fillon, vient d'être supprimé par un amendement du groupe UMP. Cela laisse prévoir des tendances très fortes. Les fonctionnaires sont particulièrement visés au nom d'un alignement de tout le monde vers le pire. Baisse des traitements nets avec l'augmentation des cotisations, attaque contre les petites pensions touchant le minimum garanti, remise en cause brutale du droit à une retraite anticipée pour les mères de 3 enfants. Et principal acteur de la RGPP, le gouvernement a privé d'emploi plus de 100 000 jeunes en ne remplaçant pas un départ en retraite sur 2 dans la fonction publique. Il veut maintenant les priver des emplois qui resteront occupés du fait d'un recul de l'âge légal de la retraite. Nous le savons, la baisse inéluctable du taux de remplacement dans les régimes par répartition
conduit tout droit vers le recours très inégalitaire de l'épargne individuelle. C'est bien cette option qui détermine l'enthousiasme du patronat et des finances. Rompre le pacte social imposé en 1945 et s'engager vers la capitalisation. Sarkozy, Fillon et Wörth prétendent être courageux en faisant cette réforme, mais ils exercent ce courage contre les pauvres et les salariés, pas contre la finance et les riches. La taxation des hauts revenus, du capital, des entreprises représente à peine 10% du financement. Le gouvernement se couche devant la finance, il se couche devant les riches, mais il montre ses muscles avec les femmes, les jeunes, les pauvres, les victimes du travail, ceux-là même qui se rebellent aujourd'hui. Car cette réforme en annonce d'autres, et nous allons devoir être extrêmement vigilants sur les réformes à venir, comme celle de la perte d'autonomie qui va venir dans la foulée. Alors non, nous ne voulons pas de cette réforme qui aligne vers le bas public et privé, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, dans la perspective d'une baisse des pensions. Nous refusons des carrières de plus en plus longues alors que l'intensification du travail se fait plus forte. Oui, nous voulons le maintien de la retraite à 60 ans. Nous refusons l'allongement de la durée de cotisation. Nous voulons partir avec 75% du salaire pour vivre en bonne santé pleinement, une retraite méritée. Car pourquoi faudrait-il que le progrès se transforme en régression? Pourquoi devrions-nous vivre dans la retraite une antichambre de la mort et non une période d'épanouissement et d'investissement social? Alors, pour ce faire, pour gagner, qu'en est-il aujourd'hui des mobilisations? La mobilisation du 7 a été puissante, nous le savons. Elle a marqué une grande progression dans la prise de conscience des salariés dans leur investissement. C'est encourageant. Mais la mobilisation n'est pas encore exceptionnelle. Ce n'est pas un raz-de-marée et il faut que ce le soit. Dans les secteurs de forte présence syndicale, là où notamment, pour ce qui me concerne, je connais bien, à la FSU. Dans l'éducation, nous espérions mieux, même si environ un enseignant sur deux a fait grève. Ce n'est pas suffisant. Dans beaucoup de secteurs, des salariés ont pris des RTT pour manifester, mais beaucoup, malgré l'opinion négative qu'ils ont de la réforme, n'ont pas pu venir. Alors, même si à la FSU, nous aurions souhaité aujourd'hui un temps plus fort, une grève, il faut profiter au maximum de cette semaine pour réussir le 23 octobre. C'est la condition indispensable pour pouvoir envisager les suites. Et nous sommes particulièrement attentifs à la mobilisation des jeunes générations et nous saluons les initiatives prises par le collectif des organisations de jeunesse. Alors, à ce moment de mon intervention, je sais que certains se demandent, va-t-elle prononcer les mots magiques, ceux qui font vibrer dans les meetings, dans l'euphorie de l'entre-soi? Reconduction, grève générale. J'ai comme d'autres ici la conviction que c'est bien une mobilisation de ce niveau-là qu'il faudra pour faire tomber cette réforme. Et pour la FSU, aucune modalité n'est taboue, si aucune n'est pour autant sacralisée. Et nous n'en sommes pas encore là, même si ces questionnements doivent être dans toutes les têtes. Il nous faut rassembler toujours plus. Si ces meetings sont unitaires, vous le savez, ils ne le sont pas complètement. Une partie des forces syndicales n'est pas présente ici, mais ces forces comptent quand il s'agit de mobiliser les salariés. Pour l'instant, malgré les difficultés et les divergences, l'unité syndicale tient bon. Qui l'aurait cru au mois de mars? Cette unité est plébiscitée par les salariés car elle donne confiance. C'est un atout majeur dans la bataille et dans les suivantes. Le gouvernement, en choisissant de ne pas bouger son projet ou de ne le bouger qu'à l'extrême marge, ne permet pas d'autre issue que la lutte. La FSU porte quant à elle l'exigence du retrait du projet, mais elle porte aussi des alternatives pour un renforcement des solidarités, car le statu quo n'est pas possible. Cette perspective d'alternative, elle doit s'inscrire aussi dans la perspective de donner confiance aux salariés dans le maintien d'un système par répartition, dans l'assurance de ceux qu'ils toucheront à leur retraite, car rien n'est pire que l'incertitude. Et si nous n'avons ni complaisance ni naïveté, si nous devons porter résolument le sens sensible, si nous ne devons en rien en rabattre sur nos exigences, nous sommes en même temps décidés à préserver l'outil unitaire, parce que diviser les salariés, ce serait suicidaire pour le mouvement dans la phase cruciale qui s'annonce. Alors oui, l'objectif que nous devons nous donner ce soir, c'est de mettre toutes nos forces pour réussir le 23. C'est la condition de suite forte pour réussir les temps forts que l'intersyndicale décidera. Et la FSU porte notamment la demande de manifestation nationale. C'est la condition indispensable qui pourra permettre de mettre en œuvre partout où c'est possible des reconductions. Et nous verrons bien jusqu'où nous pourrons aller. Et si au bout du chemin s'est construite la grève générale, eh bien nous y serons tous ensemble.